Mali en deuil après ce triple attentat enregistré dans les régions nord du Mali. C'est malheureusement le bilan macabre de ces attentats qui va occuper essentiellement nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont quatre. Le premier, Monsieur Honorable Daouda Moussa Kone. Il est ancien député et membre de l'Union pour la République et la démocratie, en abrégé l'URD. Honorable, merci d'être autour de ce plateau. Merci, M. Siribé. Et vous me faites l'honneur de nous inviter et je donne bonsoir à tous vos téléspectateurs de l'intérieur comme de la diaspora. Et bonsoir et merci à la maison Renouveau TV. Merci à vous aussi. Nous avons Cheikh Oumar Soumano, coordinateur du Baromètre, président de l'organisation des jeunes patrons du Mali. Monsieur Soumano, merci de votre fidélité à ce plateau. Bonsoir Barou, merci pour l'invitation. Bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs du Mali et de la diaspora, et précisément ceux de la France qui se préparent à accueillir l'événement du 22 septembre. Troisième invité, M. Mohamed Chérif Aïdra. Il est le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, CSDM. M. Aïdra, merci d'être autour de ce plateau. C'est toujours un plaisir, M. Siribé. Je présente mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu leurs parents dans l'attaque qui s'est passée, et aussi nos femmes qui ont perdu également un certain nombre de personnes, que leur âme repose en paix. Je remercie les téléspectateurs de la télévision de la diaspora malienne. Je dirais à Soumano, tu ne peux pas aller à Paris quand même sans renouveau. Non, c'est déjà réglé ça. Nous avons aussi l'honorable Al-Kaidi Touré. Il est ancien député et membre du mouvement pour le Mali, MPM, Malikoye Yerakoye. Honorable Touré, merci d'être avec nous. Merci, M. Sidibé, merci aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, à tous nos collaborateurs. Et un clin d'œil à toutes les populations endeuillées du centre et du nord, et principalement les populations de cercle de Tiré. On l'annonçait tout à l'heure, le Mali en deuil après 3 attaques terroristes au bilan terrible revendiqué par le JNIM. D'abord, le jeudi, 2 attaques ont visé le camp militaire de Bamba, région de Gao, et un bateau qui naviguait dans le cercle de Raourous. Nous sommes dans la région de Tombouctou. Ensuite, vendredi, à Gao, c'est un camp des FAMA et l'aéroport qui ont été pris pour cible par les JNIM. Les attaques du jeudi ont fait au moins 64 morts, du moins selon la version officielle. Monsieur Kouné, quelle lecture liminaire vous faites de ces différentes attaques, ou si vous voulez, de ces différents attentats qu'on a enregistrés dans les régions du nord du Mali? D'abord, avant de faire la lecture, je m'associe au deuil national décrété pour avoir une pensée triste pour les disparus, et pour avoir aussi souhaité prompt rétablissement aux blessés, qu'ils soient civils ou militaires, et déplorer et condamner ces attaques-là, ces attaques qui sont totalement hideuses, et dire que il faut tenir bon. Ma lecture est que il ne faut pas s'en étonner, vu tout ce qui se passe, vu la lancée qui est enclenchée en termes de passation des différents camps aux forces armées maliennes. Il ne faut pas s'en étonner qu'il y ait des résistances à ce niveau-là. Et s'il y a des résistances, malheureusement qu'on s'attaque aux civils, et puis on s'attaque lâchement à un bateau plein de passagers, il faut les condamner. Il faut les condamner, et en même temps, il faut se préparer. Il faut se préparer, il faut avoir avec soi les populations.
il faut se préparer et se dire que cette guerre asymétrique-là, elle ne va pas finir de sitôt. Notre souhait est que ça se termine au plus vite, mais c'est une guerre qu'il faut mener sur le moyen terme, de mon point de vue. Et notre souhait est que ça se termine très rapidement, mais vu la manière dont ça s'est insidieusement installé, le nettoyage total va être du vif. D'accord. Mais il faut tenir bon et c'est dire bravo à nos forces de défense et de sécurité. C'est dire aussi qu'ils ont notre soutien. C'est dire aussi inviter toutes les populations à les soutenir pour qu'on puisse mettre hors d'état de nuire tout ce qui nuit au développement paisible de ce pays-là. D'accord. Les populations locales de la région de Tombouctou et de Gao aujourd'hui n'aspirent qu'à la paix. Vivre en paix et avec la quiétude possible. Monsieur Kousmano, comment comprendre la presque simultanéité de ces 3 attaques déjà? Merci Barou pour la question. Déjà, je commence mes propos en adressant mes condoléances aux familles éplorées. Le 7 septembre, jeudi, je suis triste. Pourquoi? Parce que c'était déjà mon anniversaire. Donc je vois qu'il y a eu un bilan assez lourd de 61 morts. Et vous savez, le modus operandi des terroristes, c'est justement de choquer. Et c'est de s'attaquer souvent à des cibles civiles faciles pour créer la psychose au sein de la population. Et comme l'a dit M. Koné, il faudrait qu'aujourd'hui, nous soyons forts mentalement. Il faudrait que nos autorités puissent redoubler de vigilance. Et ce n'est pas seulement des cibles civiles et militaires que les terroristes vont essayer de détruire. Ils vont également faire des dégâts. On a vu, vous savez, si on se rappelle le 11 septembre, il y a eu justement là où on s'attendait le moins, c'est là où ils ont frappé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait se préparer à toutes les éventualités. Mais ce que je recommande surtout, c'est l'implication et la collaboration des populations civiles. Parce que seules les populations civiles peuvent aider au renseignement et à identifier justement ces brebis galeuses. Dans la mesure où ils ont tendance à se confondre avec la population. Donc, et on ne peut pas, a priori, savoir l'intention malveillante de quelqu'un seulement en première vue. Il y a des comportements suspects que les uns et les autres peuvent être amenés à adopter, mais c'est la population civile qui vit dans la localité qui pourra permettre d'aider nos autorités à pouvoir véritablement... Et parmi le bilan, nous avons... tout le monde on a un de nos anciens co-débatteurs qui a perdu son père, donc c'est le lieu ici de lui présenter nos condoléances. Il s'agit du docteur Djiré, et vraiment qui est éploré, et on est de cœur avec lui, et vraiment on souhaite que les âmes de l'ensemble des disparus puissent reposer en paix. Monsieur Aïdara, l'émotion, elle est encore vive. Hein? Mes condoléances à docteur Djiré, je ne savais pas, je viens de l'apprendre. Vous savez, depuis 2017, à la conférence internationale, j'étais la seule personne qui a dit qu'il faut qu'on négocie avec Yad et Koufa. Aucun pays puissant au monde n'a pu réussir à convaincre les djihadistes sans négocier. Nous avons l'exemple de l'OTAN. 20 ans en Afghanistan, ils ont négocié pour quitter l'Afghanistan. Ce jour, quand je le dis, les gens ont enlevé leurs chaussures pour me frapper si je n'étais pas au podium. En 2018, en 2019 plutôt, il y a eu une rencontre à Pau avec les 5 chefs d'État des 5 Sahel. Youssoufou, l'ancien président du Niger, Ibeka Allah Yarham, ont eu le courage de dire, après concertation avec les autres présidents, à Macron pour dire G5 Sahel, Barkhane, MINISMA, ça ne nous permettra pas de vaincre le terrorisme, on a besoin de négocier. Il a donné son accord, Macron, mais en disant négocier ensemble. C'est ce qui justifie, après le DNI, les Maliens souverainement ont décidé de négocier avec Yad et Koufa. Et il vous souviendra qu'il y a eu l'ancien président Diongoda Traoré qui a été nommé comme représentant des centres avec mandat de négocier. Il a fait une conférence de presse pour annoncer sa mandature. Djibril Dramé a réagi en tant que ministre des Affaires étrangères. Ibeka était à Addis Abeba, a réagi pour dire c'est moi qui l'ai mandaté et c'était
une volonté souveraine du peuple malien. Oui. Nous avons fait les ANR, nous avons aussi réitéré la même demande. Mais il n'y a pas eu de suivi à ce que je sache. Et pourtant, la réalité, c'est qu'on a négocié avec les terroristes. On a négocié pour libérer Ismaïla Cissé. On a négocié pour libérer d'autres. Donc, nous sommes retrouvés avec la volonté affichée d'Assimi et son gouvernement à être aujourd'hui le 3e ou le 4e pays armé dans la sous-région. Donc, nous avons suffisamment d'équipements et d'armements aujourd'hui en position de force pour enclencher une négociation. Malheureusement, c'est même faisant, l'accord d'Alger a atteint ses limites. La MISMA Samba qui était supposée de s'interposer entre nous et les signataires de l'accord, ils ont été beaucoup plus problématiques que de résoudre le problème. Mais M. Haïdara, est-ce que vous êtes en train de nous dire que les attaques qu'on a enregistrées sont peut-être les conséquences de l'approche décidée par les autorités, c'est-à-dire à ne pas négocier avec les djihadistes, et également le déficit de mise en œuvre de l'accord? Bien sûr, c'est les deux à la fois. Parce que nous n'avons pas entendu, en tout cas ouvertement, qu'une négociation a été entamée. L'accord, on sait que l'accord a été gadique. Et aujourd'hui, et sans exagération, JNIM travaille main dans la main avec la SEMA. Bien que la SEMA continue toujours à avoir des gens au sein du gouvernement. Mais ils travaillent main dans la main. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure, quelle que soit notre puissance, nous avons un pays continent, un pays État. C'est trop grand le Mali. Donc nous devrons faire les deux choses à la fois. D'accord. Négocions et aussi montrons que nous avons la capacité de sécuriser et la population et l'ensemble du territoire. D'accord, on va vous redonner la parole. Très bien. Honorable, déjà, quelle réaction liminaire vous avez à faire à ces 3 attaques? Bon, avant d'arriver à la réaction, à l'instar des autres co-débatteurs, je m'associe à leur voix pour présenter mes condoléances les plus attristées à l'ensemble des populations civiles et militaires, que ce soit dans le centre, que ce soit dans le nord et partout dans le Mali, et prompt rétablissement aux blessés. Moi, j'ai entendu les déclarations de mes co-débatteurs. Moi, je crois qu'il y a certaines choses qu'on peut bien éviter. À partir du moment où les mouvements signataires ne sont pas d'accord pour que le Mali occupe les emprises laissées par la MINUSMA, on doit comprendre qu'il y a quelque chose qui est derrière. Parce que dans tous les cas, c'est les gens de la SEMA qui normalement devraient aider le gouvernement à combattre les djihadistes. Si ils devraient combattre les djihadistes, c'était l'occasion. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi voulez-vous vous en prendre à la MINUSMA quand on sait que les attaques ont été bien revendiquées par un groupe? Moi, je ne m'en prends pas, à la MINUSMA. Moi, je m'en prends seulement à la stratégie qui a été mise en place. Parce que moi, je dis que les populations ont été endeuillées, c'est très regrettable, par des violences qui ne disent pas leur nom. Mais je crois que depuis qu'on a commencé la navigation par les bateaux et qu'on a commencé à les attaquer, le minimum, la responsabilité, c'est de minimiser les risques. On n'avait qu'à arrêter ces bateaux. D'accord. Ça quand même, c'était pas difficile. Mais on se dit toujours que nous avons l'armée en puissance, ou on arrête les bateaux, ou bien on prend un dispositif, parce que dans tous les cas, c'était prévisible qu'on va attaquer ces bateaux-là. Parce que c'est des gens qui sont lâches. Sinon, on ne parlera pas de religion ici. Sinon, selon nos infos, il y avait des militaires aussi qui étaient à bord du bateau. Je dis, les militaires à bord du bateau ne peuvent pas arrêter des gens qui étaient à 10-15 mètres avec des obus. D'accord. Mais si on avait pris d'autres dispositions beaucoup plus importantes, où on arrêtait, ça c'était la chose la plus simple, où on prenait d'autres dispositions en sachant qu'on va aller faire la guerre. Ça c'était le minimum qu'on doit faire. Et si on ne l'a pas fait, donc je crois que ce n'est pas, c'est pas la faute à quelqu'un. Mais moi, on ne va pas dire que c'est la faute de l'armée. Mais c'est des dispositions quand même qui sont simples, parce que la responsabilité d'un dirigeant, c'est de minimiser les dégâts. Et ces dégâts pouvaient être minimisés en arrêtant tout bonnement ces bateaux. Voilà qu'on a perdu nos parents, on a perdu le bateau, on a perdu le contenu du bateau.
Donc moi, je crois que tout ça, c'est prévisible. Donc les dispositions étaient telles qu'il ne faudrait pas entendre la sirène des gens qui crient sur les réseaux sociaux, l'armée en puissance, l'armée en puissance. L'armée peut être en puissance et garder ça au secret. Mais c'est nous-mêmes qui avons vendu notre armée. Et je l'ai dit, depuis que je suis à l'Assemblée nationale, il y a des non-dits dans ce qui se passe au nord. Il y a des non-dits. D'accord. Voilà. Je demande déjà à la réalisation de bien vouloir nous épargner des images de ce bateau qui prend feu déjà. Honorable connaît déjà, une fois les émotions passées, est-ce qu'on doit aussi s'intéresser au comment en est-on arrivé là? On parle de la montée en puissance de l'armée qui est quand même un slogan repris par une certaine opinion. Bon, comment on entend arriver là? La puissance de l'armée, c'est une guerre asymétrique. L'ennemi ici fait de l'évitement. Une armée, quelle que soit sa puissance, elle peut s'attaquer à un ennemi facilement identifiable. Mais quand un ennemi vient en tant que population civile, il tend des embuscades. Si vous ne faites pas attention, vous allez tirer sur des civils. Donc c'est ça la difficulté en fait. Et pour le camp des Gao? Le camp des Gao, si j'ai bonne mémoire, c'est une voiture kamikaze, c'est quelque chose de ce genre. Tout ça aussi, c'est par surprise. C'est-à-dire que quand deux armées puissantes s'attaquent, on sait qui est tout de suite en face. Mais dans les guerres de ce genre, c'est une guerre asymétrique. Tout peut subvenir. Et parce que l'adversaire, il te prend par surprise, l'adversaire, il est confondu dans la population civile. Vous avez un devoir de protéger la population civile et il se fonde dans la population civile où le discernement est souvent difficile. Que faut-il faire? Il faut tenir bon, moral. Il faut mettre à profit la population, avoir l'appui de la population afin d'extraire, d'identifier ces gens-là afin de les éliminer au fur et à mesure. Sinon, la lutte est extrêmement difficile. C'est facile à dire qu'à faire, quoi, en fait. D'accord. Je vous pose la même question. Comment en est-on arrivé là? Oui, vous savez déjà, le Mali, depuis 2012, confronté à ce phénomène-là. Je l'ai dit, c'est vrai, on est fiers de notre armée, elle monte en puissance, elle fait des merveilles, ça personne n'en doute. Mais quand on est face à des terroristes, on ne sait pas où est-ce que les terroristes vont agir et comment ils vont opérer. Et aujourd'hui, imaginez, au moment là où on les attendait le moins, de façon lâche, on s'attaque à des pauvres populations qui est essentiellement de civils. Parce que tout simplement, ils étaient sur un axe au mauvais moment. Et donc, ça choque la population et ça veut dire qu'on doit mettre l'accent sur la prévention. Si je dis prévention, c'est de pouvoir renforcer les renseignements, comme l'a dit M. Koné, en impliquant les populations pour davantage coopérer avec nos autorités militaires. Mais aussi, il faut la sensibilisation, parce que tout le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, comme on dit, la nature a horreur du vide. Donc quand il y a eu des résistances, ou j'allais dire des oppositions à ce que notre armée puisse exercer la plénitude de ses compétences sur les camps qui ont fait l'objet de rétrocession, ben aujourd'hui, c'est normal que c'est difficile que les gens acceptent de lâcher du reste. Donc je vais dire par là, ceux qui sont derrière cela, ils vont vouloir y rétorquer. Et donc c'est là où il y a une recrudescence. Oui. Donc, mais je pense qu'il ne faut pas que nous soyons atteints psychologiquement. C'est là où il faut être très fort. Et je pense qu'il faut qu'on soit tous solidaires, que nous puissions prier parce que ça peut être n'importe où. C'est-à-dire ces gens ils peuvent frapper n'importe où. Ce n'est pas seulement les zones qui ont été ciblées, ça peut être n'importe où. Donc il faut que chacun, à son niveau, dans ses mouvements de tous les jours, soit très prudent. Et c'est là où on peut véritablement, j'allais dire, arriver à juguler ce phénomène-là. Parce que ça perdure depuis 2012, hein. Donc ça fait plus de 10 ans. Maintenant, pour ce qui concerne la négociation, moi je me dis aujourd'hui, ces gens se trompent de combat. Ce n'est vraiment pas du djihadisme.
Au Mali, il y a 90% de musulmans. 15. Bon, 95% de Oui, je crois qu'on a épuisé ce Voilà. débat. Non, j'ai dit, Tout de même. c'est-à-dire aujourd'hui, Oui. les gens, vous savez, il y a des gens qui croient toujours que quand ils vont tuer, ils vont directement au paradis. Hein. Et comment tu peux tuer un fidèle musulman en espérant aller au paradis? C'est-à-dire qu'il faut déjà que nous aussi, on puisse faire j'allais dire, sensibiliser pour dire que ce genre de tendance, ce n'est pas vrai. Il faut aussi qu'on fasse des sensibilisations au niveau des mosquées, au niveau des églises, etc. Donc il faudrait quand même que la population civile elle-même puisse aider les autorités, parce que ce n'est pas les armes seulement qui vont permettre d'arriver à bout de ces terroristes-là. Il faut que nous-mêmes, nous puissions mettre l'accent sur la sensibilisation et la prévention. M. Aïdara, coïncidence ou pas, cette recrudescence quand même est enregistrée au moment où la MINUSMA a amorcé son retrait militaire du Mali. Ce n'est pas une coïncidence, loin s'en faut. En ce qui concerne le renseignement, un vocal a circulé 2 jours avant l'attaque des bateaux en Sorail qui disait qu'il y a un regroupement de djihadistes au bordure du fleuve. Je suis sûr que nos services de renseignement ont été informés. Et pas une coïncidence, parce que l'accord d'Alger est devenu caduc depuis le départ de la MINUSMA. Tout le monde s'y attend à ce que la SEMA et SNIM se donnent la main. D'ailleurs, je crois que ce fut le cas. Au jour d'aujourd'hui, Vous avez des preuves de cette j'ai union? vu en tout cas une publication aujourd'hui qui demandait à ce qu'ils se rejoignent tous. Et la reprise du camp du Ber, vous savez, Ber, tout ce qu'on prenait de Tombouctou, on retrouvait ça à Ber, lui il peut en témoigner. Donc, ça a été une zone qu'il cherche garder pour la SEMA, donc ce n'est pas du tout vu de bon oeil que le militaire revenait alors qu'il vivait là-bas en harmonie avec le camp de la MINUSMA. Donc au stade où nous sommes, et heureusement ou malheureusement, nous sommes un pays continent. Oui. Quel que soit le nombre de nos soldats, Oui. quel que soit le nombre de notre puissance militaire, on ne peut pas dépasser l'OTAN en Afghanistan. C'est vrai que ce n'est pas le même territoire, c'est montagneux là-bas, mais c'est quand même tout l'OTAN qui était là-bas. L'OTAN a fait 20 ans en Afghanistan et j'étais obligé de négocier pour quitter. Donc moi, je reste dans cette position. Ça m'a coûté d'être interpellé à la police. Hein, quand on a eu cette rencontre au CICB le 1er février 2020, où j'ai donné des exemples. J'ai été convoqué, tu es venu me rendre visite quand j'étais là-bas. Donc c'est pour vous dire que la puissance aujourd'hui que l'armée a acquis leur donne une très bonne position de négocier. Et surtout qu'ils ont de contacts qui leur permettent de le faire. Vous vous rappelez de celui qui était le Qadi de Tombouctou, il s'appelle quoi? Houka, c'est ça? Houka a été même décoré à Tombouctou. Donc c'est quelqu'un qui est clairement affiché comme étant un djihadiste. Le gouvernement l'a reconnu et l'a décoré. Donc s'il y a un problème aujourd'hui par rapport au blocus de Tombouctou, qu'est-ce qui empêcherait le gouverneur d'approcher ces Houka, d'approcher les chefs de village qui ont été honorés et décorés pour dire négocions. Donc on ne peut pas résoudre ce problème par la puissance de feu. Vous avez vu le cas du Nigeria. L'armée nigérienne quand même est assez nombreuse, mais ils ont été obligés de passer à une négociation. Donc je reste encore sur ma position. L'armée peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. Elle est une armée parmi les 3 armées les plus équipées de la sous-région, mais cela ne suffit pas pour gagner une guerre asymétrique. Donc moi je reste sur ma position. Il faut négocier. Il faut négocier. Maintenant, la question fondamentale, ce qui fait qu'on a été invité par Djumunda. Djumunda est encore là, je ne pense pas que son mandat a été aboli. Il était chargé de négocier. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut négocier avec quelqu'un qui dit qu'il veut un État islamique? C'est ça la question fondamentale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'on peut sortir de Tombouctou, on peut rentrer de Tombouctou, mais on ne peut pas faire rentrer des vivres. Ils veulent affamer Tombouctou. Et là, au nom de la diaspora tombouctoutienne, je lui dis de ne pas désespérer, de redoubler d'efforts,
continuer à envoyer de l'argent de Orange Money, encore on peut récupérer, et dire à mes frères arabes et Touareg qui détiennent les magasins à Tombouctou, parce que la plupart sont des commerçants, d'être solidaires avec leurs frères et sœurs et de pouvoir mettre ce qui en tout cas à disposition dans les magasins en attendant que l'État trouve une solution. D'accord. Pour conclure, la solution, c'est de négocier et encore négocier. Négocier, encore négocier. Honorable Touré, déjà, quel message les auteurs de ces 3 attaques ont voulu envoyer, c'est-à-dire en attaquant un bateau civil, un camp militaire à Bamba et le cœur même du camp militaire de Gaou? C'est quel message? C'est la preuve seulement qu'ils veulent dire qu'ils sont toujours là, malgré tout que l'armée a suffisamment de moyens qui sont toujours là. Maintenant, si Aïdara n'a pas la preuve que la SEMA est avec les djihadistes, moi j'ai la preuve. J'ai la preuve pourquoi j'ai toujours dit, j'ai soutenu quand j'étais à l'Assemblée nationale, qu'au nord, il n'y a que Yad, qu'on le veuille ou pas, c'est lui seul qui est là-bas. La preuve, quand les mouvements étaient venus en écoute au niveau de l'Assemblée nationale, dans le cadre des DDR, on leur a demandé de retourner les armes lourdes. Mais vous savez ce qu'ils ont répondu, que ça ne leur appartient pas. Ça appartient à qui? Maintenant, la guerre est asymétrique. Tout le monde le sait. La guerre est asymétrique. Donc, on va rester dire que la guerre est asymétrique et nous, on va faire une guerre classique. Conventionnelle. C'est ça le problème. Parce que moi, j'ai dit, dans l'affaire des bateaux, on n'avait qu'à arrêter ces bateaux. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'était au moins l'itinéraire du bateau là, c'est pas le Mali, c'est pas tout le Mali quand même. On pouvait prendre des dispositions qui permettent quand même de suivre le bateau et de suivre des gens qui veulent attaquer ce bateau. Soyons objectifs. Il y a eu des failles. Ça c'est clair et net. Maintenant, quand les gens disent que les populations doivent collaborer, de grâce, que ça soit au centre, que ça soit au nord, que ça soit au sud, mais chaque fois les populations civiles donnent l'alerte. Mais ça n'est jamais suivi d'effet. Donc, quelle collaboration on va demander à ces gens? Si c'est la police, les populations doivent collaborer. Si c'est la gendarmerie, les populations doivent collaborer. Si c'est l'armée, les populations doivent collaborer. Et comme Aïdara vient de le dire, ce message a circulé partout. Et chaque fois qu'il y a des choses de ce genre, des choses peuvent être fausses. Parce que ce n'est pas toutes les alertes qui sont vraies. Mais dans le cadre du renseignement, il ne faut jamais négliger une information. Jamais négliger une information. Donc je crois que c'est tout simplement pour créer la psychose. Et c'est l'occasion pour les Maliens de s'unir. Qu'ils le veuillent ou pas, ils ont l'obligation de s'unir. Je crois que quand on aura un Mali, on va faire l'opposition. Mais pour l'instant, on n'a même pas le droit à l'opposition parce si ça continue comme ça, on n'aura même plus de pays. C'est ça la réalité. D'accord. Donc c'est simplement créer une question de psychose. Et le problème, M. Sidibé, c'est dommage, les informations au niveau de l'État, ça ne passe pas. Ils ne sont pas assez exploités. Mais il faut que l'État même donne les informations, que l'État ne laisse pas l'information aux agents, aux activistes. Les réseaux sociaux là donnent plus d'informations que l'État. L'État, chaque fois que de fausses informations sont données, doit venir expliquer aux gens. Quand des événements comme ça se passent, l'État doit venir expliquer aux populations, ça les apaise. D'accord. Parce que chaque fois que aujourd'hui, quelqu'un m'a donné une information pour me dire qu'ils ont enterré hier 127 corps. Et au moment où ils doivent aller, 9 corps ont apparu, ça fait 136. Bon, si on vient dire ici qu'il n'y a que 64, parce qu'un bateau, les gens sont tombés dans l'eau, et des gens qui sont tombés là, des enfants. Qu'est-ce que des enfants ont à voir avec la religion? Qu'est-ce qu'on reproche à un enfant? C'est ça la réalité. Il faudrait que l'État donne la bonne information. Voilà. Est-ce que la bonne information, c'est ce bilan donné finalement par les autorités à chaud, où les choses ont évolué en termes de bilan macabre? Monsieur Koné, vous avez des informations dans ce sens? Non, moi, à chaud, généralement, quand un événement du genre se passe, le bilan qu'on donne, c'est les résultats qu'on a sous la main. Ça peut évoluer. Le nombre de blessés, malheureusement, peut s'amoindrir au profit du nombre de morts qu'on ne souhaite pas. Et donc, mais l'information doit être donnée.
et la vraie information doit être donnée. Effectivement, Honorable a raison quand il dit qu'il faut que l'État prenne le dessus par rapport aux réseaux sociaux et tout. Il faut être alerte dans l'information, il faut être prompt dans l'information et il faut beaucoup sensibiliser. Mais ce que je vais dire, au-delà de l'évitement, il s'agit de tenir tête, tenir bon, mais aussi à chaque bilan macabre, à chaque attaque. De mon point de vue, il faut que nos forces de défense et de sécurité s'ajustent à leur mode de pratique. Oui. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils prennent soit des motos, soit d'autres engins, que l'État s'adapte rapidement à ça. Et puis, en complément aux moyens classiques lourds, oui, il faut s'adapter avec des moyens légers pour pouvoir faire face très rapidement à des menaces de ce genre. Vous pensez que les ripostes de gouvernement ne sont pas adaptés à la situation? Si, assez adaptés, parce que 50 terroristes qui sont tombés pour cette, qui ont été détruits pour cette fois-ci, ce n'est pas rien. Mais dans certains cas, les moyens lourds peuvent ne pas être adaptés. Et pour y faire face alors, il est bon d'avoir les moyens légers. Il faut s'adapter à leur mode d'intervention. Et ça pourra aider l'un dans l'autre pour pouvoir atténuer les coûts de ce genre-là. Okay. Parce que je voulais juste ajouter que si, comme il vient de le dire, si on avait pris des dispositions en sachant que le bateau va être attaqué, ça veut dire qu'on va prendre des moyens adéquats par rapport aux djihadistes qui vont attaquer le bateau. Cheikh-Oumar, il a parlé de l'adaptabilité de la réponse. Est-ce que les ripostes décidées par souvent le gouvernement, je veux parler, les ripostes des autorités militaires sont souvent adaptées à la menace ou même aux informations distillées à la veille de ces genres d'événements? Bon, vous savez, en général, l'information, elle se travaille. En matière d'intelligence économique, quand on vous donne une information, il faut d'abord l'analyser, la crédibilité, exactement, et puis la sincérité de l'information. Et je suis d'accord qu'il est important de communiquer et de donner la bonne information, mais aussi, il y a, dans la gestion de crise, il y a aussi un temps pour donner l'information, parce qu'il faut, vous vous rappelez, il y a des cas où on a vu des chefs d'État sont décédés, mais on n'a pas donné l'information sensationnelle. Il a fallu préparer l'opinion. Je ne dirais pas que c'est ce qui est en train d'être fait, mais il faut aussi comprendre un peu la gestion de l'information, elle est très capitale, parce que d'ailleurs on dit qu'il y a 3 types d'informations, blanches, type grise et type noire. Donc il y a des informations, normalement, tout le monde ne doit pas avoir accès à ça. Et c'est déplorable souvent qu'il y a des informations qu'on apprend sur les réseaux avant même que ça ne soit officialisé. Bon, personne n'a une maîtrise, chacun est libre de... c'est pour cela qu'il y a la cybercriminalité. Et voilà pourquoi certains répondent de leurs actes, parce que tout ça c'est pour montrer que la gestion de l'information c'est quelque chose de très sensible. Mais qu'à cela ne tienne, ce qu'on peut faire, moi je pense qu'il faudrait informer dans le sens d'apaiser également, parce que dès l'instant que la psychose a été instaurée, moi je vous dis, c'est tombé sur le jour de mon anniversaire. J'ai passé toute la journée, je n'étais pas content. Et mieux, j'ai un ami qui a perdu son père. Imaginez le jour le plus important pour toi, tu ne peux pas, c'est compliqué. Donc ça veut dire, quelque part, si j'avais appris autre chose, si on dit le bilan est lourd, vous voyez, c'est ça qui est, c'est comme les djihadistes jouent sur ça en fait. C'est trop lâche. Tuer des civils qui n'ont rien fait. Et aujourd'hui, on ne pouvait pas s'attendre à ça. Peut-être que l'honorable Al-Kidissé qui dit qu'il fallait prendre des dispositions, ben vous savez, je pense qu'il y avait d'autres informations. Je sais qu'actuellement, ça vient de toutes parts. Moi-même, souvent, je suis appelé par souvent ceux qui nous suivent, qui disent, bon, vous qui passez à la télé, il faut que vous donnez ces informations. Parce qu'il faut aussi, comme je l'ai dit, tout ne peut pas être dit. Parce qu'il y a des choses qui peuvent ne pas être vraies. Il y a des fausses alertes. Absolument. On a vu. Donc, c'est là où le traitement. Donc, moi, je pense que désormais, il faut tirer des leçons de tout ça. D'accord. Pour qu'on puisse prévenir, aussi prendre des dispositions. Chaque fois, tout est possible. Hein. J'ai dit que ça peut arriver à n'importe où. Donc il faut qu'on soit très vigilant. D'accord. M. Aïdara, est-ce que souvent la réponse est souvent proportionnelle aux menaces ou même aux attaques? Mais je pense qu'il faut faire une différence entre l'information et une communication. En temps de guerre, aucune information doit être négligée. Et
ça prend un temps aussi pour vérifier. Mais avec ce que nous disposons aujourd'hui comme équipement, si on nous dit qu'il y a 50 personnes qui sont réunies au bord d'un fleuve où le bateau doit passer, moi je pense qu'aujourd'hui nous avons le moyen de le vérifier. Ça c'est d'une part. Et d'autre part, nous sommes dans une période de crise profonde. Donc vous, lui qui est le professionnel de l'information, mais aujourd'hui nous parlons de communication. Vous avez la communication individuelle, nous avons la communication de groupe que nous sommes en train de faire, vous avez la communication de masse, vous avez la communication institutionnelle et vous avez la communication de crise. Donc le déficit aujourd'hui, nous, la diaspora, nous constatons qu'il y a un déficit énorme par rapport à une communication de crise qui n'est pas du tout associée avec la communication institutionnelle. Ce qui explique en fait les gaps. Bon, ça, je pense que le professionnel de communication de l'armée, ils ont compris. Maintenant, comment est-ce qu'on peut trouver une solution? La solution, nous la considérons, c'est un appel à la négociation. Ils ont d'abord affamé Tombouctou. Ils ont attaqué un petit bateau. Ils ont attaqué les bateaux de Tombouctou. Bon, ça, c'est des faits avérés. Il y a eu des dommages collatéraux énormes. Oui. Qu'allons-nous faire de ces faits réels? Le gouvernement que vous voyez là, les 5 colonels, ils étaient tous au nord. Personne ne peut les apprendre qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Ils ont été même emprisonnés à un moment donné. Oui. Donc ils connaissent ce qui se passe là-bas. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, ils le savent. Mais c'est de la population de se joindre à eux avec les antennes qui ont été mises en place pour comprendre que nos amis d'hier qui veulent montrer sans eux, il ne pourrait pas y avoir de l'instabilité, de quiétude, de paix, de vivre ensemble au nord. Oui. Nos amis de la SEMA. Les djihadistes, eux, Ijnim et Daesh, ils n'ont pas changé de position. Donc, ces attaques, nous les considérons comme un appel à négociation. Nous avons des ressources aujourd'hui, nous avons des personnes, des chefs de village qui ont été décorés, des chefs de canton qui ont été honorés, nous avons Houka même qui a été. Donc nous pensons aujourd'hui, la SEMA, Ijnim, Daesh veut dire, hey gouvernement, on veut parler. Donc acceptons de pouvoir parler avec eux. Ce n'est pas une faiblesse, parce que demain, après-demain, ils poseront encore des actes et nous ne voulons pas que cela se multiplie au point où quand nous allons venir autour de la table, au lieu d'avoir un compromis, ça serait une compromission. Oui, même si cette proposition rame à contre-courant de la solution des autorités de la transition, est-ce que vous pensez que c'est aussi une solution de négocier finalement? Bon, si on peut toujours négocier, la négociation est infaillible, parce que dans tous les cas... Mais négocier quoi, l'honorable? Qu'est-ce qu'on sait, c'est qu'on doit négocier. L'essentiel seulement, il faut qu'on parle, parce que quand vous ne parlez pas avec les gens, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Vous-même, quand vous dites que la SEMA n'a pas des acquaintances avec le mouvement djihadiste, même les Français qui ne nous aiment pas, à plusieurs fois. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, j'ai compris. C'est pour te dire simplement que même les ennemis qui sont la France et les autres, au moment où ils étaient à Kidal, on déclarait plusieurs fois. Pas notre ennemi, non, pas ennemi dans ce sens-là. Ce n'est pas notre ami aussi dans beaucoup de cas. Dans certains cas, oui, mais pas dans tous les cas. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Allez-y. Voilà, donc j'ai dit, même eux, et beaucoup de fois, ils ont dit qu'il y a des accointances entre les mouvements djihadistes et la SEMA. Oui. Et ils ont fait des déclarations et après, quand ils ont tapé sur la table, ça s'est arrêté. Donc je crois que, quelle que soit la durée d'une guerre, elle finira toujours par une négociation. Maintenant, on va négocier quoi? Il faut qu'on accepte d'abord de se mettre sur la table. C'est à partir de ça qu'on va savoir si ce qu'on veut on nous demande. Ben, si ça sert à quelque chose, si ça peut avoir l'assentiment de tout le monde. Sinon, moi, personnellement, si on me dit simplement de me comporter comme ils le veulent. Ouais. Mais en fait, des gens qui tuent... Non, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, là, au nord, si on me dit que c'est mon pantalon qui est long, moi, je te dis, je ne vais même plus porter un pantalon, je vais porter un pantalon qu'on appelle chez nous Boudari. Et puis moi, j'ai la paix. Oui. Mais je crois que ce n'est peut-être pas la solution. La solution, c'est tout simplement qu'ils raisonnent, qu'ils acceptent qu'ils sont des Maliens et qu'ils sont en train de tuer des personnes innocentes et ils n'iront nulle part que dans l'enfer, pas dans le paradis.
La semaine a aussi été marquée par ces arrestations en cascade de personnalités de l'ancien régime. Il s'agit du régime IBK. Il faut dire que ces arrestations sont liées à des dossiers de malversation financière. Honorable connaît votre lecture sur ces arrestations en cascade qu'on a enregistrées en début de semaine. Bon. En fait, quand on gère à un moment donné, en cas de... Il est possible qu'on rende compte. Oui. Et donc, les arrestations de ce genre, pour d'autres motifs, ça c'est la gestion courante d'un État. Ça aura toujours lieu. Mais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter, et le préalable d'abord est que nous sommes tous des justiciables. Mais nous sommes également tous égaux devant la loi. Et donc quand quelque chose est reproché à un citoyen quelconque, il doit pouvoir répondre. Il faut qu'on respecte la présomption d'innocence. Il faut qu'on évite la chasse aux sorcières. Il faut qu'on évite aussi les jugements sélectifs. Ceci dit, il faut que le droit soit dit quand quelque chose est reproché à un citoyen, surtout un citoyen qui a géré. Et donc, c'est ma lecture aussi simple. Monsieur Soumano, avec la stature de certaines personnalités arrêtées, est-ce qu'on peut dire finalement que nul n'est désormais au-dessus de la loi au Mali? Mais nul n'a été au-dessus de la loi au Mali. Hein. Ça n'est pas ce que certains pensent quand même. Oui, mais c'est que... Non, allez-y. Mais je le dis, nul n'a été au-dessus de la loi. Oui. C'est déjà pour confirmer ce principe-là. Ensuite, ce qu'il a dit, il faut que les gens comprennent, c'est pas parce qu'on est placé en détention préventive qu'on est coupable. Il y a la présomption d'innocence. Jusqu'à jusqu'à ce que le délai jugement soit dit par le juge du délai recours, on est censé être... Sauf qu'on est aussi d'accord que les poursuites sont engagées sur la base des indices graves et concordants. Oui, mais non, il n'y a pas de flagrance de délit. Oui. C'est une enquête, on le sait. Pour des enquêtes de titre correctionnel, c'est juste après la 1 année, de type criminel, c'est 3 ans. Vous dites aujourd'hui, les gens font le parallèle, c'est normal, ces actions, la plupart de ces affaires ont été instruites sous l'ancien régime, bien entendu. Donc c'est clair que c'est sous le régime de la transition que ça puisse prospérer. De mon point de vue, aujourd'hui, la question qu'on pose, est-ce que la présomption d'innocence a été respectée? Je dirais oui. Est-ce qu'on doit croire en notre justice? Je dirais oui. Et est-ce qu'on a empêché à ce que des avocats puissent défendre ces présumés coupables? Je dirais non. Personne n'a été empêché de défendre. Par contre, si vous avez posé des actions, et qu'on le sait tous, il faut que Dieu nous en préserve. Et on ne puisse pas, dans la gestion, il peut arriver des errements qu'on le fasse. Vous savez, en 2015, quand l'année 2015 a été déclarée année de la lutte contre la corruption, mais curieusement, c'est l'année où il y a eu plus de corruption. Donc ça veut dire que déjà, il faut revoir les mécanismes de lutte contre cette corruption. Et pour ce faire, je pense que de plus en plus, l'appareil répressif n'est pas mis en doute, mais pour moi, ça ne résout pas le problème. Il faudrait plutôt mettre l'accent sur la prévention. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire que les décideurs, les nouveaux décideurs, ceux qui ont la chance d'être nommés aux affaires, peut-être souvent ils n'ont pas de compétences en gestion financière, il faut leur donner des explications. Il faut même peut-être que le bureau de vérificateur puisse véritablement changer le fusil d'épaule, au lieu qu'il soit vu comme étant un appareil répressif qui puisse prévenir. Parce que pour moi aujourd'hui, c'est ça. Quand il y a le dégât est fait, on vient, on constate, et puis évidemment, la justice va son travail. Mais ce n'est pas à la seule justice de gérer cette lutte contre la corruption. Moi, je pense qu'il faut même éviter que le problème intervienne. Et cela voudrait dire qu'il faille qu'on revoie justement les dispositifs. Okay. Et il y a un autre aspect. On va vous revenir. Voilà. Monsieur Aïdara, avec l'ampleur de ces arrestations, déjà, est-ce qu'on peut dire que l'ère de la réédition des comptes a sonné au Mali? Ouais, moi, je me souviens très bien quand le président Assimi a fait un discours en disant qu'il y a eu des milliards de tournées et qu'il va falloir à un moment donné que chacun répond à ces actes qu'il a posés. Et vous savez, je vis aussi en Guinée, j'ai un malien qui vit en Guinée. La junte guinéenne, elle a appliqué ça à la lettre. Vous avez aujourd'hui, pratiquement la prison de la Guinée sont remplies des anciens
dignitaires qui ont volé l'argent de l'État. Le Premier ministre est encore en prison, le président de l'Assemblée, ils sont là-bas et ils sont à cheval pour récupérer. Maintenant, ce qui concerne le Mali, et moi, le timing me paraît un peu inapproprié. Nous sommes à quelques mois de la fin de la transition sur le délai respecté. Nous avons constaté que Ocluy fait du bon travail, mais par endroits, ils ferment leurs yeux sur ce nombre de choses. Moi, j'ai entendu dire un chargé de mission qu'il a tel nombre de véhicules, tel nombre de maisons. Et nous avons fait un petit calcul à minima. Il devrait avoir au moins 600, 700 millions. Il a eu ça où? Il n'y a pas eu d'enquête. Et nous avons entendu des arrestations tout récemment de personnes qui ont été arrêtées avec son mandat de dépôt, mais d'autres qui ont été arrêtés et leur ministre a intervenu, des DAF, et qui ont été libérés en disant que je vais payer l'argent. Attends, il y a une infraction qui a déjà été commise. Et qu'un ministre vient dire que je vais payer l'argent qui reste. Et on le laisse partir. De quelle justice? Nous, on a cru qu'il s'agissait des rumeurs. Ce n'est pas des rumeurs, c'est avéré. C'est avéré. Donc, nous on ne va jamais rien dire sur ce plateau aussi respecté que ce soit une vérité. Et troisièmement, nous avons aussi entendu le frère d'un ministre qui a été aussi arrêté, mais qui a bénéficié immédiatement de liberté provisoire, pendant que les autres se croupissent. Alors, vous pensez qu'il y a du 2 poids, 2 mesures déjà? Non, c'est pas 2 poids, c'est un poids, une dizaine, une centaine de mesures. Oui. Et moi, personnellement, j'ai eu à me plaindre contre quelqu'un qui a été condamné à 2 ans de prison ferme après un jugement. Il est venu, il s'est pavané à Bamako ici avec son mandat d'arrêt, il n'a jamais été arrêté, il a repris son avion, il est parti. Alors, c'est-à-dire, on se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'un mandat d'arrêt à Bamako, au Mali, sert à quelque chose? S'il y a un mandat d'arrêt contre un citoyen, dûment émis pas à la suite d'un jugement rendu par un juge sur le siège, la personne se permet de venir à Bamako, se pavaner et de surcroît gardé par des policiers dont nous payons avec nos impôts payés et qui s'en va. Cela veut dire quoi? De quelle justice parlons-nous? D'accord. Je peux terminer. Si quelqu'un peut avoir un mandat d'arrêt et venir à Bamako et repartir aussi au vu de tout le monde, je dirais alors Boubou Sissé, Kema Iber, et qui d'autre, Babaliba, aidez-moi le nom. Igor, oui. Je vais le dire, chers frères, vous pouvez tous revenir au Mali parce que le mandat d'arrêt, tout ça dépend de qui tu connais. Ce n'est pas parce que ça a été délivré contre toi. D'accord. On est en train de commenter cette vague d'arrestation qu'on a enregistrée ces derniers temps au Mali. Parmi ces personnes arrêtées, le patron de votre législature, n'est-ce pas? Bon, c'est tout simplement regrettable, oui, parce que c'est des grandes personnalités qui ont servi le Mali. Et je crois que la justice ne peut pas arrêter des gens, les mettre sous mandat de dépôt s'il n'y a pas quelques indices. Ça, c'est réel. Mais je crois que la lutte contre la corruption, c'est pour recouvrer les deniers qui ont été volés. Est-ce que le fait d'emprisonner tout simplement et de ne pas juger, ça sert à quelque chose? Je crois que c'est ça le problème. Oui. Aujourd'hui, il faudrait, les affaires en question, si elles n'avaient pas été instruites, on ne pouvait pas arrêter les gens et les mettre sous mandat de dépôt. Il est temps qu'on fasse les jugements de ces gens, qu'ils reconnaissent, que la justice les reconnaisse coupables, et puissent toutes les voies de recours, être libérés ou bien être poursuivis s'il y a des biens qu'on doit restituer, les restituer. Je crois que c'est ça la raison. Sinon, ce n'est pas le fait de machin. Mais dans ce pays-là où des gens se mettent dans les réseaux sociaux pour dire arrêtez un tel, il a fait ça. Vous ne savez sur qui est. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais ça, le mal, ça fait plaisir à des gens. Et c'est ce qui est regrettable. Dramane Niang, à son âge, je crois que Sarkozy, on est en train de le poursuivre. Vous parlez du président, l'ancien président de la Haute Cour de justice. De la Haute Cour de justice, à son âge. Son DAF, il est où? Moi, je ne sais pas. À son âge, je ne sais pas. Moi, je fais partie des gens je fais partie des juges titulaires de la Haute Cour de justice, mais je crois qu'à son âge, il y a certaines choses qu'il faut accepter. Parce que ces gens-là ne vont jamais fuir.
Ils vont aller où? Ils n'iront nulle part. Il faut tout simplement instruire. Sarkozy est poursuivi en France. Et un seul jour, est-ce qu'on l'a incarcéré? Donald Trump aux États-Unis. Vous voyez, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut accepter, au moins avoir un peu pour les âges, pour les personnalités. Parce qu'à un moment donné, c'est des personnalités qui ont aidé le Mali, qui ont servi le pays. S'il y a des détournements... Il y a aussi le président de l'Assemblée aussi. Oui, mais le président de l'Assemblée, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit des personnalités. Tout ce qu'ils sont en train d'arrêter aujourd'hui, c'est des personnalités. Des cadres qui ont servi le Mali. Donc la justice, là, n'a pas besoin de tam-tam. Et malheureusement, certains, c'est ce qui leur plaît. Quand vous voyez des gens, ça, c'est enorgueillé du fait que quelqu'un a été mis en prison. Mais c'est très grave. Pour préciser, je parle d'un mandat d'arrêt. Béli Dramé a eu un mandat d'arrêt, un jugement de 2 ans de prison ferme. Il est venu, il a fait son séjour, il est parti sans être inquiété. Il s'agit de Béli Dramé. Il s'est retourné à Paris, il n'a pas été arrêté. Donc il fallait dernier tour de table sur un commentaire sur toute cette plainte qu'on a enregistrée contre la nouvelle carte d'identité biométrique. Je connais que vous avez suivi aussi, vous attendez ces cris de ces Maliens qui se plaignent de la qualité de cette carte d'identité biométrique. Bon, la carte d'identité biométrique, j'ai eu la mienne. Oui. Et l'initiative de mettre en place une carte d'identité biométrique, de mon point de vue, c'est une bonne chose. Parce que la carte d'identité biométrique réunit un ensemble d'informations qui permettent de mieux contrôler l'identité du Malien. Mais parce que c'est encore plus élaboré que la carte NINA. Mais des dispositions doivent être prises pour que tous les Maliens qui ont le droit de l'avoir puissent l'avoir. Et pour le moment, c'est pas le cas. Donc ceux qui lancent ce cri de cœur là, je les comprends. Des dispositions doivent être prises pour que les gens puissent rentrer en possession. On parle de cartes contenant des erreurs qui sont encore perceptibles sur les cartes NINA. Oui, souvent, il y a eu d'abord les cartes NINA, et ces cartes NINA-là ont servi apparemment de base pour faire la carte biométrique. Oui. Et donc, les passages ont été faits souvent pour corriger les imperfections qui sont sur la carte NINA et pour leur prise en compte au niveau de la carte biométrique. Moi, personnellement, j'ai fait ces passages-là, mais l'irrégularité que j'ai signalée sur ma carte NINA est réapparue effectivement sur ma carte biométrique. Oui. Donc c'est des choses qui ne doivent pas y arriver. Donc on doit faire en sorte qu'on puisse donner des pièces vraiment fiables aux gens, et puis faire en sorte que les Maliens, surtout les Maliens du second âge, qui ne puissent pas peiner pour avoir ça. Il faut mieux organiser et la collecte d'informations complémentaires et la confection et la distribution. Monsieur Soumano, que des plaintes enregistrées contre cette nouvelle carte d'identité dite biométrique? Oui, absolument. Mais moi, j'ai la mienne, je n'ai pas de soucis par rapport à ça. Mais par contre, il y a certains qui ont des soucis et je crois qu'il faudrait prendre des dispositions pour que les changements, les modifications se fassent dans les meilleures conditions, dans les meilleurs délais et de façon professionnelle. Par exemple, lors des assises de la migration, les états généraux sur la migration, il y a un Malien de la diaspora qui vit, je crois, en Afrique du Sud, qui a dit qu'en une semaine, il est docteur en informatique qui peut résoudre le problème. Moi, aujourd'hui, c'est le cri de cœur que je lui lance, d'aider, de montrer la voie pour que cela soit résolu dans le meilleur cas. Parce que vous savez, imaginez aux États-Unis, j'ai rencontré un jeune Malien étudiant qui veut venir, il y a eu des erreurs depuis sa carte NINA, et ça fait combien? Ça fait 6 mois qu'on cherche à résoudre cela, c'est compliqué. Donc je pense que le problème, surtout pour la diaspora, pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est vraiment de faciliter des modifications sur les erreurs constatées. Les erreurs matérielles, il faut qu'on puisse voir même si c'est possible en ligne, qu'on réfléchisse à ça. Et là, je pense que le Malien là, qui vit en Afrique du Sud pourrait aider n'importe quoi. En tant que Malien, je pense qu'il devra aider les autorités à aller dans ce sens-là. Honorable,
Oui. Votre commentaire? Bon, mon commentaire est que le fait de dire que les gens vont mettre à jour leur carte Nina, ça n'a servi à rien, c'est tout. Ça n'a absolument Ni les photos pour la plupart des cas. Rien, ça n'a servi à rien, ils ont bousculé tout le monde. Moi, j'avais fait un communiqué à dire à un moment donné, quand les gens étaient en train... Il y a certains qui avaient de la peine à accepter, ne pas avoir cette révision. Mais moi, j'ai fait un communiqué pour leur dire, ne vous fatiguez pas, même si votre carte Nina là est perdue, vous allez avoir une carte biométrique. Aujourd'hui, Dieu m'a donné raison. Mais moi, je suis parti pour retirer ma carte à midi. La salle où on devrait donner les cartes, il n'était même pas là. Et il y a un jeune là qui était là en train de prendre la liste des gens. Au cas où ces gens-là vont venir pour la remise des cartes, j'ai dit, moi, je ne donne pas. Et j'ai fait d'habitude, comme j'ai l'habitude de le faire, beaucoup de bruit. J'ai dit vraiment, personne ne fait correctement son travail. On dit qu'on veut le Malikoura. Personne. Même des agents qui doivent simplement remettre des cartes. Moi, je n'ai pas encore reçu ma carte, mais il y a des gens qui disent que les erreurs n'ont pas été corrigées. Donc, tout ce qui a été fait, ça a servi à quoi? Et le problème de la carte Nina, là, vraiment, il est temps qu'on résolve ça. D'accord. Moi, j'ai mon neveu là qui a fait une année ici parce que simplement, il a 2 cartes Nina. Bon, chez les Sonraï, quand tu dis Al-Keïdi Mahmoudou, généralement, le Touré, là, nous, on le met à l'école. Là. C'est les enfants naturels qui ont le nom de famille de leur maman. Sinon, généralement, chez nous, c'est le nom et le nom de ton père. Voilà. Aujourd'hui, il est là, 1 an, il n'arrive pas à partir. Il a été obligé d'aller demander une ordonnance du tribunal pour ajouter le Touré. D'accord. Ça, c'est quoi? Et quand vous partez au centre à 15 ans, je ne sais pas où est-ce à Corofinal. Mais c'est scandaleux. Scandaleux, une seule pièce d'identité. On n'arrive pas à donner une pièce d'identité à ces citoyens. D'accord. M. Aïdra, nous savons que c'est un sujet qui vous intéresse. Absolument, à plus d'un titre. Je voudrais vraiment remercier le ministre de l'Administration territoriale sur l'instruction de Assimi qui a été à la hauteur de la demande de la diaspora. Nos problèmes, ce sont les problèmes de carte Nina. Non seulement ils ont accepté de ramener la base de données au Mali, ils ont payé de plusieurs millions d'euros, et la compagnie qui a été attribuée a fourni un double effort pour imprimer les cartes. La distribution, c'est vrai aujourd'hui, elle pose des problèmes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore pris la mesure ou l'importance d'aller dans les stands pour prendre leurs cartes. Donc les cartes sont disponibles. Maintenant, j'invite les Maliens d'aller prendre leurs cartes qui se trouvent. Est-ce que vous êtes satisfait déjà de la qualité? Je suis satisfait de la qualité de la carte, mais il y a encore des erreurs qui sont à corriger. Et ça, le gouvernement a écouté la diaspora, particulièrement le CSDM. Je remercie ici le ministre, l'ex-ministre Alhamdou Agalien, qui a fait ce travail. Il a demandé à ce que tous les tribunaux de Bamako soient compétents pour le jugement supplétif. Donc je peux vous donner un mandat étant à Paris ou à Bruxelles, et vous pouvez aller dans un tribunal, obtenir mon jugement supplétif pour aller tirer ma carte. Maintenant, il y a eu tout dernièrement une panne de machine. C'est ce qui a fait un petit blocage. Je crois que ça a été réglé. Et nous demandons que le gouvernement envoie les cartes dans les ambassades, dans les consulats, pour permettre à la diaspora de récupérer les cartes. Je termine rapidement. J'ai entendu dire dans ma commune, et pour récupérer sa carte, précisément c'est Fatoma, mais ils n'ont pas d'équipement à Fatoma qui est une commune. Ils viennent à Sokora pour prendre leurs cartes et arriver là-bas, il faut qu'ils payent 2000 francs. Il faut que ça sèche. Les cartes sont gratuites. Pas de corruption autour de cette histoire. Voilà, c'est une corruption qui s'arrête. Et puis sur ces cartes, il n'y a pas de filiation. Pourquoi? Il n'y a pas le nom des parents. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Regard croisé qui... Les débats sont clos, qui recevait comme invité M. Honorable Al-Kaïdi Touré, ancien député et membre du mouvement pour le Mali, Maliko et Yerakoye, Mohamed Cherif Aïdara, président du CSDM, Daouda Moussa Kone, ancien député et membre de l'Union pour la République et la démocratie URD, et Chakmar Soumano, coordinateur du Baromètre. Merci à vous de nous avoir suivis. Toutes nos condoléances à toutes ces familles endeuillées. Merci.